Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, je vais vous parler des meilleurs IA à tester en 2025 et comment les utiliser. Alors oui, je vous ai déjà dit dans un épisode précédent que les IA n'atteignaient pas encore un taux d'efficacité à 100% dans leur implémentation. Néanmoins, connaître ce que c'est, comment ça fonctionne et si cela peut être intéressant pour vous, me semble indispensable, surtout en 2025. Alors on a vu beaucoup de buzz à propos d'ordinateurs pilotés par IA qu'on pouvait utiliser par exemple pour une demande de voyage, notamment avec le Computer Use d'Anthropic et Shubham Sharma qui fait une démonstration qui est vraiment impressionnante où en fait l'IA prend complètement possession de l'ordinateur, va chercher sur internet les meilleurs voyages, ouvre un tableau Excel, fait un comparatif et même des recommandations. Donc ça, c'est déjà possible. Et ce sont des choses qui demandent une certaine ouverture d'esprit, mais aussi une certaine ouverture d'ordinateur et d'accès aux informations. Et donc, il est important de savoir ce que c'est et comment les appliquer. Les IA sont des entités autonomes, capables d'enchaîner des tâches et des décisions sans intervention humaine. Alors, ce sont des outils que vous avez configurés à l'avance et qui suivent vos directives. Donc, une IA, c'est un programme qui combine un LLM avancé, donc un modèle de langage, type ChatGPT, Claude, Anthropic, Mistral, et une capacité décisionnelle pour exécuter plusieurs étapes d'un flux de travail, ce qu'on va appeler un workflow. Je vous invite à écouter, si ce n'est pas encore fait, l'épisode sur comment utiliser une IA sans coder, parce que j'y détaille justement comment fonctionne un workflow. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer, puisque si vous souhaitez aller plus loin dans l'implémentation d'une IA, eh bien il faut réfléchir à ce qu'on souhaite qu'elle fasse, et donc développer ce fameux workflow. Alors pourquoi c'est une révolution ? Peut-être pas révolution, le terme est toujours un peu fort, mais vous savez, nous les Français, on est un peu dans les excès. Alors on parle de révolution parce que c'est une automatisation de bout en bout, sans avoir besoin d'écrire chaque prompt. En fait, l'outil d'IA, l'agent IA, va apprendre en continu, et ce sont même parfois des agents qui ajustent leur stratégie en fonction des retours qu'ils ont obtenus. Alors on a même vu que Google venait de développer une IA auto-apprenante qui pouvait même se recoder elle-même. La vérité, c'est que ça existe déjà depuis plusieurs temps, parce qu'il y a déjà des IA qui ont été capables de le faire. Mais là, quand c'est Google, on écoute avec attention. En tout cas, l'agent va exécuter automatiquement les tâches qu'on lui a confiées sur plusieurs outils. Et c'est ce qui le différencie, par exemple, d'un GPT, où le GPT, c'est un assistant personnalisé, mais on va lui prompter à chaque fois notre requête, alors que là, on l'a prompté une fois, on a automatisé, et donc on gagne du temps, et puis normalement en fiabilité, puisque l'agent IA est censé reproduire ce qu'on lui a donné comme instruction, et donc de reproduire des processus complexes. Alors je vous ai préparé un top 5 des agents IA à tester. Pour commencer, vous avez AutoGPT. Alors lui, c'est un outil open source qui est donc plutôt adapté aux développeurs. Sa particularité, c'est qu'il peut être utilisé pour des tâches complexes, par exemple pour rédiger des articles de blog ou analyser ceux des concurrents. Ensuite, vous avez Agent GPT, qui est une interface no-code, par exemple pour automatiser des campagnes d'emailing. Vous avez Perplexity Copilot. Je sais, il y a beaucoup de copilotes en IA, donc il faut être assez prudent dans les appellations. Ici, on parle bien de celui de Perplexity, dont la particularité est de proposer un contexte en temps réel utile pour rédiger des rapports ou des synthèses. Vous avez ensuite Microsoft Copilot Studio, encore un copilot, intégré à Microsoft Office 365. Il est possible qu'un peu de code soit nécessaire pour créer des PowerPoint dynamiques, par exemple. C'est vraiment un outil qui est accessible, mais qui est beaucoup plus accessible pour des personnes qui savent développer.
Vous pouvez tester avec ChatGPT par exemple pour générer un PowerPoint. Il va vous proposer du code que vous devrez ensuite copier-coller vous-même. Ça va vous donner, alors il faut aller dans un endroit qui est un petit peu complexe, c'est du vectorisé il me semble, ou des vecteurs, enfin je ne sais plus, mais bon, c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Il faut quand même des appétences techniques ou avoir envie de creuser cette partie-là. Sinon, vous avez des outils qui vous permettent de le faire beaucoup plus simplement. Et enfin, en dernier agent IA, vous avez celui de Claude qui va proposer des Claude Instant agents qui se distinguent par leur rapidité d'exécution et leur sécurité, par exemple pour du support client automatisé via un chat ou du ticketing. Alors, vous avez des agents IA qui sont open source, donc accessibles aux développeurs pour récupérer le code et l'utiliser, ou en mode SaaS, comme ce que fait OpenAI, donc plutôt fermé. Ce qui change, c'est l'intégration, la sécurité, la facilité d'utilisation et l'adaptation aux besoins en marketing, communication ou en productivité. Alors avant d'aller plus loin sur comment configurer une IA, je voulais faire une petite comparaison pour clarifier les doutes. La différence entre un GPT et un agent IA, même si j'en ai parlé un peu plus tôt, j'ai envie de rentrer un petit peu plus dans le détail. Un GPT, un assistant personnalisé sur ChatGPT ou un Gem sur Gemini ou alors quel que soit son nom sur les autres plateformes, parce que vous pouvez le faire sur toutes les plateformes, c'est vraiment un assistant personnalisé pour lequel on a développé un prompt assez précis. On va lui donner des exemples et puis on va l'entraîner. Donc on va à chaque fois prompter quelque chose et il va nous sortir du texte, du code, une image en fonction de ce que vous lui avez demandé. Ils peuvent être accessibles directement sur la plateforme ou alors même exploitables via des API et vous pouvez évidemment les utiliser quand vous avez les fonctions. Alors, je dis évidemment non. Vous pouvez les utiliser avec ChatGPT si vous avez la version payante. Je crois qu'on peut faire des gems sur Gemini gratuitement. Donc, en fonction des plateformes, vous n'avez pas forcément les mêmes restrictions, mais en tout cas, vous pouvez créer des assistants personnalisés sur chacune des plateformes. Alors qu'un agent IA, c'est une application qui va combiner un ou plusieurs modèles, des outils et une logique métier. Sa fonction principale, c'est d'exécuter un workflow complet, c'est-à-dire d'enchaîner des tâches, prendre des décisions et exécuter des actions. Elle est autonome ou semi-autonome et elle pourra lancer des actions sans nouvelles requêtes, donc sans besoin de prompter, qui seront planifiées, ordonnées et enchaînées selon les étapes du workflow, par exemple, aller collecter des informations, analyser, agir. L'intégration se fait nativement via des connecteurs externes pour vos outils, type CRM, email, base de données, et elle est personnalisable selon vos règles métiers. Alors pourquoi utiliser un agent IA plutôt qu'un GPT ? Parce qu'un agent IA, c'est de l'automatisation de bout en bout qui permet de supprimer les validations inutiles. Elle est fiable et robuste normalement. Si une API échoue ou qu'il manque des données, elle peut redémarrer ou alerter. Et surtout, c'est scalable. Une fois le workflow validé, il peut être dupliqué à l'infini et adapté à d'autres cas. L'agent garde un historique, génère des rapports sans intervention. Donc si je devais résumer ça en une phrase, le GPT c'est à la demande et l'agent IA c'est plutôt clé en main. Donc les deux bien sûr peuvent être complémentaires, il n'y a pas un outil ou un usage qui est meilleur qu'un autre. Alors comment configurer et lancer un agent d'IA ? D'abord il faut choisir sa plateforme. Est-ce qu'on fait en local ou via un Docker si on sait coder ? Ou bien un GPT Copilot Studio pour les inscriptions, création d'un workspace, ajout de skills depuis la marketplace. Si ça vous semble trop technique, appelez un développeur. Des fois, c'est plus simple. Il vaut mieux avoir un peu de budget et se gagner du temps de le faire développer par quelqu'un. Ensuite, vous définissez les objectifs et les tâches. Par exemple, étape 1, collecte de données. Étape 2, traitement. Étape 3, génération. Étape 4, diffusion. Pour une campagne emailing, ce serait extraction de la liste, segmentation, génération de contenu, envoi. Vous lui notez un plan de prompt détaillé avec toutes les étapes. Alors petit conseil, plus c'est structuré, plus ce sera efficace. Et c'est là où vous pouvez utiliser des méga prompts si besoin. Alors moi je le propose déjà dans mes formations de les utiliser pour les GPT parce qu'ils sont très bien, c'est des prompts qui sont vraiment détaillés. Eh bien vous pouvez également les utiliser pour développer vos agents d'IA. Ensuite, une fois qu'il est prompté, que vous avez tout le scénario, eh bien vous lancez et vous supervisez. C'est-à-dire que vous allez évaluer les retours, vous allez les corriger, vous allez voir s'il y a des bugs qui apparaissent ou si le résultat est incohérent, vous allez itérer donc, et les agents peuvent malheureusement encore halluciner, donc il y a un vrai travail d'entraînement à réaliser avant de déployer l'outil à l'échelle de votre entreprise par exemple, ou le déployer tout court. Donc itérer, 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 améliorer,
Et ensuite, vérifier les sources, la confiance, tout ce qu'il y a à vérifier pour que l'outil soit fiable. Peut-être même que c'est dans la documentation, peut-être que c'est dans la configuration. En tout cas, testez. Et une fois que c'est OK, documentez vos meilleures configurations. Ça vous permettra de pouvoir les réutiliser par la suite. Vous avez donc bien compris, un agent GPT et Copilot, c'est accessible en no-code. Donc un agent IA, c'est accessible en no-code ou en low-code. AutoGPT, c'est open source et gratuit, mais ça demande plus de technique. Côté sécurité et conformité, vous avez Claude ou Copilot. Microsoft Copilot Studio est très utilisé car beaucoup d'entreprises sont sur Microsoft. Si je devais faire une parenthèse, champion français, il me semble que Mistral a lancé Mistral Pro qui permet aussi de développer ses assistants personnalisés. Alors, je sais pas comment il s'appelle, je n'ai pas fait cette recherche avant l'épisode, je vous laisserai regarder. Parenthèse fermée, Microsoft Copilot Studio, donc c'est quand même assez utilisé. En fonction de la souplesse des workflows, c'est à vous de choisir entre un outil technique ou un GPT prompté. Un exemple, une IA pour booster vos campagnes marketing avec comme objectif de créer une séquence de 5 emails de nurturing pour un lancement produit. On choisit un agent de GPT, par exemple, avec du no-code, avec une compétence email, en faisant les étapes. 1. Installation. 2. Création du projet Nurturing Launch. 3. Ajout de skills, donc extraire les leads du CRM, générer l'IM, envoyer un email via Brevo, etc. Si vous pouvez parler en anglais, ça sera vraiment mieux parce que les outils comprennent mieux l'anglais que le français. Est-ce que fondamentalement ça va changer ce que vous allez faire ? Non, je ne pense pas parce qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal d'entraînement en français. Néanmoins, si vous le faites en anglais, ce sera mieux. Ensuite, pour créer le prompt, une séquence sur 5 emails en 2 semaines avec la cible, les prospects ayant visité le site par exemple sans acheter de produit, etc. Ensuite, vous lancez, vous vérifiez que tout va bien, vous analysez et l'IA enverra un rapport de performance avec de l'A/B testing et des prévisions de taux d'ouverture. Donc l'agent IA vous fait tout ça si vous l'avez paramétré et normalement vous gagnez du temps et vous augmentez vos performances. Petite précaution avant de démarrer, toujours commencez petit, la fameuse méthode des petits pas. Testez un workflow simple, allez pas tout de suite dans un workflow hyper compliqué, sinon ça va être difficile. Relire, vérifier, revérifier, surveillez les coûts, définissez les rôles et les accès, qui peut modifier ou lancer cet agent d'IA, évidemment respectez RGPD, et là vous êtes pas mal, vous avez toutes les clés en tout cas pour pouvoir lancer votre premier agent IA. J'espère que cet épisode vous a apporté des éclairages sur la création des agents IA, et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.